Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va faire le débrief de ces championnats du monde, course en ligne. Alors on va faire le débrief de la course des garçons avant la course des filles, contrairement au contre-la-montre. Mais d'un côté il y a un championnat du monde, de l'autre côté on a fini 13e. Il y a un peu de chauvinisme de ma part, mais c'est pas tous les jours qu'on a un Français champion du monde. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va faire la course masculine avant la course féminine. Je m'excuse, la lumière n'a pas voulu se rallumer, hein, bien entendu, ce fameux faux contact. Donc je m'excuse pour la qualité d'image qui va pas être exceptionnelle. Déjà qu'en temps normal, elle n'est pas de grande qualité, la qualité d'image avec ma caméra. Donc là, ça va encore pas être foufou. On commence par l'épreuve masculine. Alors l'épreuve masculine, c'était 258 km, je crois me rappeler. J'ai plus la distance avec ça, je crois que c'était 258. Victoire, petit frisson, de Julien Alaphilippe, qui nous a fait frissonner. Relance incroyable. Après ces 6h38 de course, oui, il a été très très fort Alaphilippe, parce que en termes de stratégie, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et il aurait pu douter parce que sur le Tour de France, déjà sa stratégie pour arriver en forme sur ces championnats du monde a été excellente. Pourtant moi j'avais des doutes parce que quand je l'ai vu sur le Tour de France, pas au top. Mais c'est vrai que lors du contre-la-montre, il avait dit qu'il voulait pas finir épuisé. Et ça c'était un truc que j'aurais dû retenir et que je n'ai pas assez retenu. J'ai fait une erreur. Ce qui fait que dans mes analyses, à chaque fois je me disais putain, il a quand même été en dessous sur les échappées, il n'avait pas été top. Mais en fait, il a eu la même stratégie que l'année dernière sur le Dauphiné libéré. L'année dernière, sur le Dauphiné libéré, il avait fait beaucoup d'échappées. Je crois qu'il n'y en avait qu'une qui était allée au bout. Sinon, il s'était quand même pas mal planté. Et sur le Tour de France, il avait été excellent. 2-3 semaines après. Bon, là, il n'y avait qu'une semaine d'écart. Mais en fait, il a fait la même stratégie en termes de mise en forme. On va dire, il veut être prêt pour la Flèche Wallonne, pour les classiques qui vont arriver la semaine prochaine. Dès mercredi, c'est la Flèche Wallonne. Il y aura le débrief, bien entendu, sur la chaîne. Donc, il a été très, très fort de ce côté-là. Après, il fait l'attaque au bon moment. C'est-à-dire qu'il fait l'attaque en contre. Quand les autres ont déjà grillé leur cartouche, eh bien, lui, il en met une. Et c'est ce qu'il fallait faire parce que Wout van Aert était quand même très très fort et c'était la seule solution pour lâcher Wout van Aert. Donc Julien Alaphilippe, super course, pas grand chose à dire d'autre. Je trouve également que le collectif français a fait une course très intéressante. C'est rare quand même d'avoir 3 Français dans le top 20 d'un championnat du monde et on en a 3, c'est-à-dire Guillaume Martin fait 13, Rudy Mollard fait 19. Si je descends un peu plus bas, Madouas c'est 34, Hélisson est 37. Voilà, donc c'est une course qui a été... Tiens, la lumière s'est rallumée quand j'ai parlé de Madouas, je sais pas, il y a peut-être un signe. Mais ça a été une course avec un énorme collectif du côté de l'équipe de France. Ça a été très intéressant, très bien fait de la part de l'équipe de France et je pense qu'il fallait le souligner également. On passe au top du côté des garçons et puis on fera les déceptions du côté des garçons et puis ensuite on parlera de la course féminine également sur ce championnat du monde. En plus, on peut mettre quand même Wout van Aert. Il finit 2e. Certains diront, on le pensait archi favori sur les championnats du monde. En soi, il a cédé quand le plus fort est parti. Mais ensuite, il s'est pas fait avoir. Le groupe collaborait très bien derrière Alaphilippe. C'est pour ça qu'Alaphilippe finit avec 24 secondes d'avance. Mais ça s'est vraiment regardé dans le dernier kilomètre et demi sur le circuit d'Imola. Parce que sinon, le groupe collaborait très bien. Et pourquoi le groupe de poursuivants collaborait très bien ? Parce que Wout van Aert faisait énormément de travail. Mais devant, il est tombé sur plus fort que lui. Il a fait tout ce qu'il fallait. Mais il y a eu 2 erreurs de la part de Wout van Aert et de son équipe. La première erreur, c'est d'avoir laissé Julien Alaphilippe sortir. Ça, c'est clair et net que c'est une erreur parce qu'il n'avait pas les jambes. Mais la première erreur, enfin ça c'est la première erreur, on va dire, ne pas avoir suivi Alaphilippe, ce qui était une erreur. En fait, la deuxième erreur, quelle erreur majeure pour moi de cette équipe, c'est d'avoir laissé partir Pogačar, parce qu'ils ont mis 20 bornes à revenir sur Pogačar, ce qui fait qu'ils ont perdu énormément d'énergie, ils ont perdu beaucoup de coureurs à suivre Pogačar,
Et au final, quand la Philippe attaque, Wout van Aert il est seul, il n'y a plus Van Avermaet, il n'y a plus Tige Benoot, il n'y a plus personne autour de lui. Et c'est ça la grosse erreur, c'est qu'il s'est retrouvé très seul en fait. Alors il fait un énorme travail, ça c'est clair et net, il a tenté de lâcher tout le monde, il finit deuxième, super. Mais il y avait quand même peut-être moyen de battre Julien Alaphilippe, parce que pour moi en 12 km, si ça se regroupait, un homme seul pouvait pas rester devant. Je l'avais dit même sur la présentation de ce parcours, j'avais dit j'ai peur quand même qu'on ait du mal à sortir et que les coureurs qui sortent soient un peu repris quand même. C'était un peu l'idée que je voulais mettre dans la vidéo si les gens ne l'avaient pas compris. Là, qu'un homme seul s'en sorte face à 5 hommes, c'est déjà, ça montre l'intelligence du mec parce qu'il est sorti au bon moment et puis ensuite les autres ont eu un peu plus de mal. Et puis après, oui, il fallait être très fort et je crois qu'il nous a montré vraiment enfin, Wout van Aert a été très fort, mais il en a manqué un petit peu. Et puis, je finirai par Marc Hirschi. Sa saison peut déjà s'arrêter. Hein. Marc Hirschi, il a déjà réussi sa saison. 3e des championnats du monde, vainqueur d'une étape sur le Tour de France. On devancé 2 fois par Julien Alaphilippe. Mais la saison de Marc Hirschi a été excellente. Il a été culotté en plus de faire rouler son équipe très tôt, parce que ça a été le premier à faire rouler son équipe. C'est vrai que la France a roulé un peu après. En passant, j'ai pas dit, contrairement au championnat d'Europe, la France a roulé au bon moment là. Parce que... alors au départ, je me suis dit, putain, il roule à 70 bornes dans l'arrivée, c'est quand même pas nous qui avons le favori de la course. Donc est-ce que c'est pas une erreur? Et puis je me suis dit, oui, mais si Alaphilippe est en forme, pour durcir la course, c'est l'obligation. Et puis, ce qui a été très intelligent, c'est que le fait qu'ils aient accéléré fort les Français a fait que les Belges n'ont pas pu contrôler en fait l'attaque de Pogačar parce qu'ils avaient besoin de se reposer à ce moment-là. Et donc ça engendrait la victoire d'Alaphilippe parce que Alaphilippe pourra dire merci à Pogačar parce que Pogačar il a fatigué la moitié de l'équipe de Belgique quand même. Donc en fait la stratégie française elle était excellente. Ce qui pour une fois est très rare sur les championnats du monde. Depuis 20 ans on se plantait tout le temps sur les stratégies et là on a enfin réussi une bonne stratégie. Donc j'ai été critique avec Thomas Voeckler au championnat d'Europe. Je peux retirer mes critiques désormais pour ce championnat du monde. Donc Marc Hirschi, il peut arrêter sa saison, il a été excellent. On peut également souligner Jakob Fuglsang qui a été fort. Je pense que c'est juste qu'il était mal placé dans la côte pour suivre l'attaque d'Alaphilippe, mais je pense qu'il était en capacité de suivre l'attaque d'Alaphilippe et il faudra faire attention à lui sur la flèche wallonne, le Danois, surtout qu'il aura une équipe un peu plus forte dans ce domaine-là que sur ces championnats du monde. Je passe aux déceptions. La première déception, c'est Michael Matthews. Peut-être parce que l'autre favori par rapport à ces championnats du monde, il y avait Wout van Aert et puis il y avait Michael Matthews. On sait que c'est un coureur qui est très très fort dans ces courses-là, mais 5000 mètres de dénivelé positif, c'était un peu trop pour l'Australien. Une équipe également pas hyper solide. C'est-à-dire que si t'enlèves Richie Porte, il n'y avait pas grand monde. Et on rajoute ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et à la fin, ça fait un résultat d'une 7e place, un petit peu décevant. Les règles sprint débattues, on va dire. Mais c'est la seule satisfaction qu'il pourra en tirer. Il a été en dessous, on va dire, de Wout van Aert. Donc ça peut être compliqué pour lui. Il lui a manqué un peu de jours de course, je pense aussi, peut-être Matthews. Il n'a pas fait le Tour de France et on s'aperçoit que c'est vrai que dans le top 10, les coureurs qui ont fait le Tour de France, il y en a quand même beaucoup parce que les coureurs qui n'ont pas fait le Tour de France, dans ce top 10, il y a Fuglsang, Matthews, et voilà. Ils sont 2 dans le top 10 à pas avoir fait le Tour de France, donc il fallait être sur le Tour de France pour ces championnats du monde. C'était pas le cas sur le contre-la-montre, c'était le cas sur la course en ligne. Donc Jalabert avait pas tort surtout. Mais du côté de Matthews, voilà un petit peu décevant, 53 secondes. Caruso et l'équipe d'Italie en général. Caruso le premier Italien 10e. Mais Nibali finit 15, Bettiol finit 18. Alors ils font un bon tir groupé, on va dire, entre 10 et 30. Ils sont nombreux. Il y a Masnada également qui est 23e. Ils étaient 5 dans le dernier tour. À l'amorce du dernier tour, ils étaient 5 dans le bon peloton. Ils n'ont pas pesé sur la course, ces Italiens. Ce qui est assez surprenant. Pourtant, un championnat du monde à domicile. Mais ils n'ont absolument pas pesé sur la course. C'est-à-dire, on ne les a jamais vraiment vus devant. En fait, ils ont été assez inexistants, presque invisibles dans cette course. Alors, ils étaient là, ils étaient 5. Ils étaient en surnombre. Mais ils n'ont jamais pris en main la course
parce qu'ils savaient également qu'ils avaient des coureurs qui n'étaient pas au top, mais ils ont été assez transparents. Et pour une équipe comme l'équipe d'Italie, qui sur les championnats du monde est toujours là, c'est-à-dire que l'Italie, l'Espagne, c'est des équipes qui sont tout le temps là avec la Belgique. Et bien là, ça a été un petit peu une déception. Ça m'a rappelé Innsbruck, où aussi ils étaient 8 à l'amorce du dernier tour. Ils avaient énormément travaillé et puis ils avaient complètement explosé lors des difficultés. Bah là, ça a été encore le cas et c'est un petit peu décevant du côté de l'équipe d'Italie. Et puis on pourrait finir avec l'équipe de Colombie. Meilleur représentant, c'est Uran, 24e. Là aussi, 3 représentants à l'amorce du dernier tour. Aucun dans les 15 premiers. C'est une déception, surtout que cette équipe-là était solide. Il y avait quand même Higuita, Martinez, Chavez, Uran, Miguel Andral Lopez, Sergio Henao aussi. Donc il y avait une équipe quand même de très belle facture, cette équipe de Colombie. Mais là aussi, cette équipe de Colombie n'a pas pesé sur la course comme l'équipe d'Italie. C'est un petit peu le même cas de figure. Donc voilà, un petit peu une déception de ce côté-là. On passe à la course féminine. J'ai pas grand-chose à dire sur la course féminine. Ça s'est vraiment fait à la pédale. Comme souvent chez les filles, il faut le dire. Van der Breggen, on peut la saluer. On peut saluer déjà la belle performance, encore une fois, des Néerlandaises. Parce que Van der Breggen, Van Vleuten, Vos, Van der Breggen, je l'ai déjà dit, Van Dijk, Chantal Blaak. Van Dijk a fait un énorme boulot, encore une fois. Vollering, sont quasiment toutes à l'arrivée, les Néerlandaises. Gros travail des Néerlandaises. Et puis Van der Breggen, elle est partie à 40 bornes de l'arrivée et puis personne ne l'a revue. Elle est partie vraiment seule, un peu comme Pogacar, sauf que Pogacar il a été rattrapé, mais elle n'a jamais été rattrapée. Elle a été très très forte. Double championne du monde contre la montre course en ligne, c'est une première depuis Gianni Longo. Alors avec Gianni Longo, on peut avoir des doutes sur la manière dont ça a été fait. C'est comme ça me fait du bien également, je vais rebondir sur la course en ligne masculine, ça me fait du bien que Julien Alaphilippe soit champion du monde, parce que c'est vrai que le dernier champion du monde français, c'était Laurent Brochard, avec des ordonnances antidatées au niveau de certains médicaments, vu qu'il avait été contrôlé positif à certaines substances. Donc ça me fait du bien qu'on ait un champion qui ne soit pas... qu'on ne soit pas assuré qu'il soit dopé, contrairement à Laurent Brochard, où on peut dire avec 98% de chances qu'il était dopé ce jour-là. Là, Alaphilippe, il est clean, et ça fait du bien. Aussi de ce côté-là, qu'on arrête de nous parler de dopage tout le temps. J'espère qu'on va pas nous en parler sur Alaphilippe, mais voilà. Alors je sais qu'il y a un des qui vont réagir, ah oui mais tu veux pas qu'on en parle, mais t'en parles quand même dans ta vidéo. Oui, je sais, une incohérence comme celle du gouvernement en ce moment avec la gestion du Covid-19, mais ça me fait quand même du bien qu'on ait un champion du monde clean et pas un champion du monde où on a de gros doutes qu'il soit dopé, comme c'était le cas avec Laurent Brochard. Donc voilà, on retire Laurent Brochard, bam, le dernier champion du monde, c'est Alaphilippe. De toute façon, moi je disais jamais que le dernier champion du monde c'était Laurent Brochard, je disais toujours c'était Luc Leblanc. Je sais pas s'il était plus propre, Luc Leblanc, mais au moins il n'y avait pas des ordonnances antidatées le jour où il a été champion du monde. Pour passer aux filles, donc voilà, Anna van der Breggen, elle était au-dessus du lot. Je continue, Van Vleuten, vice-championne du monde, alors qu'elle est tombée sur le Giro féminin, qu'elle se pète le poignet, même pas 10 jours avant, 8 jours avant, elle se pète le poignet. Elle arrive avec une cote en carbone. On se demande comment elle arrive à finir deuxième. C'est aussi un extraterrestre, Van Vleuten. De toute manière, du côté du cyclisme féminin, on a quand même 2 extraterrestres. Van der Breggen, Van Vleuten, elles sont quand même au-dessus du lot sur toutes les courses. Tu regardes leur palmarès, il est exceptionnel. Aux deux, elles ont tout gagné. À elles deux, elles ont gagné toutes les grandes courses depuis 6 ans quasiment. Si tu prends avant, il y avait Marianne Vos. C'est vrai qu'il y a une génération qui est juste exceptionnelle. Et Van Vleuten a été très très forte. On peut saluer la 3e place de Longo Borghini quand même, qui a réussi à finir sur le podium. Ça n'a pas été des championnats du monde excellents pour les Italiens, parce qu'à part le titre de Filippo Ganna, il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Mais Longo Borghini également, avec cette 3e place, qui a fait, je trouve, une belle course. Les Françaises finissent à leur place. Pour moi, Audrey Cordon-Rago 13e. Bon, Juliette Labou qui est partie dans un groupe à un moment et puis bon, qui a eu un peu plus de mal à finir. On a Sandra Levenet également qui est dans ce fameux peloton, on va dire des battus, mais ce peloton qui joue la 9e place, elle est là également. Et puis Evita Music
qui fait également une excellente saison, 21 ans simplement, victoire d'étape sur le Giro et 20e de la championnat du monde. C'est quand même pas négligeable également du côté de la française. Et puis Sandra Levenet, ou Levenet, je sais pas comment on doit prononcer, je m'en excuse, qui finit 27e. C'est également une belle performance. On va dire que les Françaises sont à leur place. Et puis c'est bien également d'avoir 3 Françaises dans le top 30 parce que du côté des filles, ça arrive pas tout le temps non plus. La déception du côté des filles, pour moi, ce sont les Américaines. Comme un peu tout le temps, on va dire. Les Américaines, elles sont très fortes sur le contre-la-montre parce qu'elles se préparent énormément pour ça. Par contre, on s'aperçoit qu'elles ont un vrai manque de culture de la course cycliste, c'est-à-dire que elles sont très mauvaises en stratégie, en tactique de course. Pourtant, elles ont des qualités physiques, ça c'est clair net. En tactique de course, c'est toujours un enfer. Parce qu'elles courent pas assez en Europe, il faut le dire tout simplement, les Chloé Digert et autres, elles courent qu'aux États-Unis. Alors oui, aux États-Unis, on court comme des cadets. Par contre, en Europe, il y a la tactique de course à avoir. Et là, elles se sont fait totalement avoir. Et puis, c'est vrai qu'une équipe comme les États-Unis, première représentante simplement 11e, c'est quand même une déception. Et puis, je terminerai sur une dernière déception, c'est Mavi Garcia, 18e, qui a été à contre-temps, c'est-à-dire elle est sortie dans ce fameux groupe à 6, qui n'a pas réussi à aller au bout. Parce que l'entente était pas bonne dans ce groupe. Il y avait Mavi Garcia. Non, c'était même pas Mavi Garcia. J'ai une connerie, elle était même pas dans ce groupe-là en plus. Mais Mavi Garcia, elle a fait une attaque à un moment, mais elle n'a jamais été vraiment dans le coup. Mavi Garcia, et c'est vrai qu'elle finit 18e, c'est un petit peu décevant pour la concurrente espagnole. Surtout que vu la course qu'elle avait fait sur l'Estrade Blanque en tout début de saison, on s'attendait quand même à ce qu'elle soit dans le top 10. Et ça a été un petit peu compliqué pour l'Espagnol. Bon voilà, le débrief pour les filles était un peu plus court que pour les garçons, mais pour les garçons il y avait un champion du monde français. Donc voilà, j'ai quand même parlé énormément de Julien Alaphilippe et il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On fera qu'un débrief de la Flèche Wallonne parce que le parcours est assez similaire d'année en année. Et puis je commence à me préparer pour le Giro et récupérer tous les profils du Giro. Donc ça va me demander un petit peu de travail en sachant qu'en plus il y a la F1 et la moto. Ce week-end, j'ai un peu de travail de ce côté-là. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!